Voilà. La quintessence de toute collaboration, c'est la soumission servile à l'étranger, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. C'est l'acceptation de toutes les compromissions, c'est la conviction que la France ne fait pas le poids, et c'est surtout la certitude que, pendant que puisque tout ça est bien compliqué, moi je fais ma petite carrière. C'est ça, la quintessence de la collaboration. Donc, on oublie trop souvent que les Américains étaient du côté des collabos et de Vichy. Hein. Ça fait aussi partie de ces grands mystères sur lesquels on ne veut jamais insister. Mais lorsque De Gaulle est allé se réfugier à Londres, le 18 juin 1940, il a trouvé, il était sous-secrétaire à la Défense, il était du dernier gouvernement de la Troisième République, il a été reçu par Winston Churchill, et il y a eu un miracle, un vrai miracle, politique si j'ose dire, c'est que Churchill, qui avait vu arriver déjà le gouvernement en exil polonais, et donc il se dit je vais recueillir en fait tous les gouvernements en exil chassés par les armées hitlériennes. Et donc il reconnaît la France libre, il reconnaît que De Gaulle est... Très vite, il va reconnaître que De Gaulle est le légitime représentant de la France. Alors que De Gaulle, il s'est simplement dit voilà, c'est moi la France, quoi. Bon. Oui, il n'y avait plus rien. D'ailleurs, il l'écrit dans les mémoires de guerre, il n'y avait plus personne. Tout le monde était... voilà, et donc il est dans ce genre de situation. Il faut bien que quelqu'un prenne le truc, et c'est moi qui le fais. Donc c'est ce que fait De Gaulle. Et c'est Churchill qui le reconnaît. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que Churchill sera le seul à le faire. En particulier, en 1940-41, l'Allemagne hitlérienne ne reconnaît pas De Gaulle. Vous pouvez le comprendre. Bon, l'Allemagne reconnaît l'État de Vichy. Il y a d'ailleurs eu une entrevue avec Montois. Donc Franco, évidemment, reconnaît l'État de Vichy. Le Portugal de Salazar, du dictateur Salazar, reconnaît l'État de Vichy. Le Japon militariste, allié de l'Allemagne, reconnaît l'État de Vichy. L'URSS reconnaît Vichy. Mais il y a un autre État qui n'a pas reconnu la France libre, qui reconnaît Vichy, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et donc il y a... Si vous allez à Vichy de nos jours, qui est une jolie sous-préfecture, vous avez l'hôtel du Parc où il y avait les bureaux du gouvernement et Pétain qui avait son bureau ici dans un des appartements de l'hôtel du Parc. Vous avez un parc très joli avec des trucs Napoléon III. Et puis de l'autre côté du parc, vous avez des immeubles bourgeois, style immeuble haussmannien, dont l'un d'entre eux, c'était l'ambassade des États-Unis. Curieusement, il n'y a pas de plaque. Parce qu'en général, oui, les États-Unis se sont battus pour 6 ans, il y en a partout. Là, il n'y a pas de plaque. Bon. Alors, il faut savoir que donc Roosevelt avait envoyé ce Gus, qui était l'amiral Leahy, qui était l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'État français. Cette photo a été prise à Vichy le 27 avril 1942. Alors, je vais rafraîchir là aussi votre mémoire de la Seconde Guerre mondiale, qui n'est peut-être pas tout à fait aussi précise qu'elle le devrait. Le 7 décembre 1941. Qu'est-ce qui se passe ? Le 7 décembre 1941 a lieu un événement considérable, c'est l'attaque de Pearl Harbor, où vous avez donc les Japonais qui viennent détruire toute la flotte américaine du Pacifique, qui, chose étrange, a été mis dans un truc... Enfin, moi, je suis allé à Honolulu, dans l'île d'Oahu, c'est un truc, c'est une espèce d'anse qui est très refermée, et tous les bateaux avaient été mis là. C'est quand même bizarre. Bon, bref. En attendant, tous les navires étaient là, et donc les Japonais se sont fait un plaisir que d'aller bombarder, de ruiner toute la flotte du Pacifique. Vous savez que c'est ce qui va motiver l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique contre les puissances de l'Axe, c'est-à-dire contre le Japon et donc contre l'Allemagne et l'Italie fasciste. Bien. Vous connaissez les histoires de gens maintenant à notre époque qui disent en fait, peut-être Roosevelt a organisé cette attaque, enfin l'a laissé faire, a attiré les Japonais dans une espèce... Il y avait beaucoup de Japonais qui étaient présents... il y en a toujours beaucoup d'ailleurs, des Asiatiques sur la côte est des États-Unis, ouest des États-Unis ou aux îles Hawaï. Donc il s'est peut-être dit, on va... voilà, parce que vous savez qu'il avait une forte opposition intérieure Roosevelt. Aux États-Unis, il y avait une majorité d'Américains qui se sentaient plus proches de l'Allemagne hitlérienne
que des autres pays. Il y avait tout un mouvement animé notamment par le héros, vous savez, Lindbergh, qui avait traversé le premier à traverser l'Atlantique, qui s'appelait America First. Et là, nous, on ne se mêle pas de ces affaires-là. Donc Roosevelt, alors pour ça, ce sont des batailles d'historiens pour savoir est-ce que la bataille de Pearl Harbor a ou non été plus ou moins laissée, la destruction a plus ou moins été laissée faire par Roosevelt pour pouvoir renverser l'opinion publique américaine et la faire entrer en guerre contre les Japonais et les Allemands. Quoi qu'il en soit, c'est un fait historique avéré que le 7 décembre 1941, les États-Unis d'Amérique entrent en guerre contre l'Allemagne et le Japon. Or, nous voici le 27 avril 1942, et nous avons toujours un ambassadeur des États-Unis qui vient voir Pétain. Pétain qui d'ailleurs le recevait toutes les semaines, ce qui faisait jaser toute la communauté diplomatique qui était installée à Vichy. A commencer d'ailleurs aussi par les agents de l'Allemagne hitlérienne, puisque Hitler se disait mais de quoi qu'est-ce que c'est que ces histoires? Donc Hitler passait son temps à penser que Pétain était en fait un type qui jouait double jeu. Ce qui était d'ailleurs tout à fait exact. Parce que Pétain, lorsqu'il recevait l'ambassadeur des États-Unis une fois par semaine, ça fait quand même beaucoup, il lui disait en substance, vous en faites pas, quand vous allez débarquer, nous on se rallie à vous. Aussi simple que ça. Alors, il n'y avait pas que Pétain, il y avait Laval. Pierre Laval, qui était équivalent de, ça n'existait pas, mais un peu l'équivalent de Premier ministre. Bon, il a été chassé, remplacé par l'amiral Darlan, puis en 1942, à la demande de l'Allemagne nazie, il a été remis à la tête de l'État de Vichy après Pétain. Et Darlan a été envoyé par Pétain à la tête de l'Afrique du Nord. Bon. Alors, il faut savoir que Pierre Laval, d'origine socialiste, élu d'Aubervilliers, s'était marié, avait eu un enfant unique, une fille, comme c'était beaucoup le cas dans les années 30, d'ailleurs les Français n'avaient que des enfants uniques, et c'est une fille qui était ici, qui est morte il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs je crois qu'elle est morte en 2002, et qui s'appelait José Laval. Elle était la fille de Pierre Laval, et elle avait fait un beau mariage, parce que lui il était d'origine, son père était bistrotier, elle s'était mariée avec René de Chambrun. Or, René de Chambrun, un Français, il se trouve qu'il était le fils lui-même du comte de Chambrun, mais aussi de sa mère. Or, la mère de René de Chambrun était une Américaine qui s'appelait Clara Longworth, qui avait la double nationalité française et américaine, mais surtout dont le frère était le gendre de Theodore Roosevelt, le 26e président des États-Unis d'Amérique. Et donc, l'oncle, si vous suivez un peu... Enfin, les femmes sont plus à même en général de comprendre ces histoires de famille que les messieurs. Bon. Moi, je vois ça. Si je résume, l'oncle par alliance de la fille de Pierre Laval était le gendre de Theodore Roosevelt, 26e président des États-Unis d'Amérique. Et mieux encore, la nièce de cet oncle avait épousé Franklin Roosevelt, le président des États-Unis, en exercice. Ça, c'est quelque chose dont jamais personne ne parle. Bon, bref, il avait des liens familiaux avec Franklin Roosevelt, et pendant qu'il affirmait, c'est son fameux discours du 22 juin 1942, qui le condamnera à mort à la libération, « Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sinon, demain, le bolchevisme s'installera partout », pendant qu'il affirmait souhaiter la victoire de l'Allemagne, son gendre René de Chambrun était reçu par Franklin Roosevelt, ou par l'entourage de Roosevelt, à la Maison-Blanche pour négocier la suite des événements. Lorsqu'il y aura d'ailleurs l'opération Torche, en torche T-O-R-C-H, il n'y a pas de E, c'est une torche. Bon. Lorsque les Anglo-Américains vont débarquer en Algérie, en Tunisie, donc en Maghreb français, au début novembre 1942, ce sont des territoires qui sont sous domination française de l'État français, dirigés par l'amiral Darlan, qui est le numéro 2 du régime avec Pierre Laval. Ils se partagent entre Darlan et Pierre Laval, donc c'est le dauphin de Pétain. Et donc les Américains débarquent dans cette opération Torche, et puis Darlan va faire semblant de se battre avec les Américains pendant 48 heures, puis il va dresser le drapeau blanc. Et au lieu, les Américains, les Anglo-Américains, quand ils débarquent, au lieu de mettre l'amiral Darlan en prison, et puis de changer complètement, installer une armée d'occupation, pas du tout, ils font alliance avec l'amiral Darlan. Ils disent, bah, très bien, on va me maintenir au pouvoir. Vous n'avez pas d'inconvénient? Darlan dit, non, je m'y verrai très bien. Et donc Darlan, d'un seul coup, bascule du côté américain.
Et les Anglo-Américains maintiennent en Algérie, en Tunisie, les camps de concentration. Allez, en France, on a des pudeurs, on appelle ça des camps de rétention, dans lesquels il y avait les communistes, les juifs. C'était les lois de Pétain, les lois de l'état de Vichy qui étaient appliquées en Afrique du Nord. Alors, le père de Gaulle, qui est à Londres à ce moment-là, il apprend ça par la presse, ce qui est quand même pas très sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire, et il apprend que les États-Unis, qui ont toujours refusé de reconnaître la France libre, qui continuaient à reconnaître l'état de Vichy, disent maintenant, non, viennent de reconnaître Darlan comme légitime dirigeant, pro-américain désormais, de l'Afrique du Nord francophone. De Gaulle envoie aussitôt, c'est dans les mémoires de guerre, le ministre de la guerre, et André Dittem et puis un autre collaborateur, qui vont à la Maison-Blanche, qui sont reçus par Roosevelt, lequel tape du poing sur la table, et c'est répertorié dans les mémoires de guerre. Roosevelt dit « Oui, je négocie avec Darlan parce que Darlan me donne Alger, et demain je négocierai avec Laval lorsque Laval me donnera Paris. » Sous-entendu, votre de Gaulle, il peut aller se faire cuire un œuf, je n'en voudrais jamais. Et pourquoi ça? Parce que les Américains, comme l'a dit de Gaulle beaucoup plus tard, ils ne veulent que des marionnettes. Ils ne veulent que des larbins. Ils ne veulent que des Hamid Karzai. Ils ne veulent que des Pierre Laval. C'est ça qu'ils veulent. Pierre Laval, donc, dont je rappelle au passage, quelles étaient les convictions pour moi, Français, je voudrais que demain, nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France aura une place qui sera digne d'elle. C'était le discours de tous les collabos, tout ce que je vous ai montré avant. Nous voilà placés devant cette alternative, ou bien nous intégrer, notre honneur et nos intérêts vitaux étant respectés dans une Europe nouvelle, et pacifier, ou bien nous résigner à voir disparaître notre civilisation. C'est la théorie du choc des civilisations qu'on nous ressort. Hein. Quand je vous dis que cette politique est la seule qui puisse assurer le salut de la France et garantir son développement dans la future, vous devez me croire et me suivre. C'est le fameux discours de Pierre Laval du 22 juin 1942 où il dira plus tard, enfin un peu plus bas dans le discours, « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Et ça, les Français, là, ils auront dit « C'est pas possible ». C'est apparu comme le summum de la trahison. Mais vous voyez bien que le discours de Laval, c'est exactement le discours de l'Allemagne hitlérienne. L'Europe nouvelle est pacifiée, il n'y a pas d'autre solution, etc. Hein, voilà. Je signale que donc Pierre Laval était très apprécié aux États-Unis. Bien avant ces événements, 11 ans avant, il avait fait le voyage aux États-Unis. Il avait été fait Man of the Year, l'homme de l'année en 1931 pour le magazine Time, lorsqu'il était déjà arrivé au gouvernement. Il pointait d'ailleurs du doigt le président de l'époque, le président Harding, pour montrer une espèce de proximité, de sympathie avec... c'était le président Hoover, pardon, avec le chef d'État américain. De Gaulle résumera la politique américaine à perfit dans les termes suivants. Roosevelt était un type qui voulait dominer l'univers. Et bien entendu décider du sort de la France. Alors, de Gaulle, ça l'embêtait. Il ne le trouvait pas assez souple. C'est de Gaulle qui parle de lui-même. C'est quand même rigolo. Il pensait que le jour où les Américains auraient débarqué en France, si le maréchal était encore là, il n'aurait rien à leur refuser, ce qui était bien vrai. Ensuite, Vichy étant devenu vraiment impossible, il a laissé tomber Vichy, il a essayé de se rattraper sur Giraud. Vous savez, le fameux général Giraud qu'on a mis dans les pattes de Gaulle, notamment l'entrevue de Anfa, etc. Giraud était un pétainiste. Mais après que les États-Unis avaient mis la main sur l'Afrique du Nord et avaient maintenu au pouvoir Darlan qui a été assassiné 3 semaines après par la Résistance, à ce moment-là, les Américains ont voulu un autre soldat français, et c'est le général Giraud qui est venu, et que les Américains cherchaient désespérément quelqu'un à pousser en avant, tout plutôt que de Gaulle. Donc, puis, voyant que ça ne donnait rien, il a essayé de se rabattre sur Herriot, Édouard Herriot, un des présidents du Conseil de la Troisième République qui était en prison. Il a même tenté de fabriquer un gouvernement à Paris au moment où j'y allais y entrer, avec Laval et Herriot. Tout ça a été manigancé avec Otto Abetz. C'est lui qui était le représentant de Hitler à Paris sous l'occupation,
et avec Alan Dulles, qui était à Genève pour le compte de la CIA. C'est pas François Asselineau qui dit ça, c'est Charles de Gaulle. Hein. Il a quand même... On peut imaginer qu'il sait quand même de quoi il parle. Il raconte ça à Perfit le 17 juin 1964 à l'Élysée. C'est la confidence qui fait à Perfit, c'est dans page 52 du tome 2, si vous avez l'édition de Fayard.